grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. C'est un grand plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver pour ce lundi 13 mai 2019. Merci de nous faire l'amitié de vous lever dans nos bras doucereux comme ça. Allez, regardez, ça fait du bien de se lever dans les bras de RTI 1 parce qu'il y a l'info, il y a la sensibilisation, il y a la distraction. Aujourd'hui, au menu de notre premier jour de la semaine, jour ouvré, on aura bien sûr le départ à la retraite. Implications pour l'employé. Quelles sont les dispositions à prendre pour le départ à la retraite? Dans quelles conditions? De façon administrative, psychologique et puis sociétale? Voilà, tout ça, on va parler. C'est vrai qu'on est quand même un peu loin, mais bon, on ne sait jamais. On peut prendre une retraite anticipée à tout moment parce qu'Alix, elle doit aller à Saint-Tropez pour ses vieux jours. Ça va bien? Ça va, ça va. Ça a été le week-end? Ben oui, super, tranquille à la maison, on pas sorti. La dose de foufou. Ah non, la dose de foufou, c'était la semaine dernière. Peut-être la semaine prochaine, on aura un autre mai, mais pour ce week-end-là, on était tranquille à la maison et puis on avait hâte de revenir servir nos chers téléspectateurs qui sont véritablement nos patrons. Alors, pour aujourd'hui, donc, on va vous occuper sur le sujet de l'emploi qui a été énoncé, mais pas que. On aura bien sûr Inforoute avec notre premier consultant de tous les lundis, Monsieur Paul Arnaud Icou, qui nous parlera de la visite technique. Ah. Voilà, on va dire cette formalité à remplir pour tout véhicule à une date bien précise. Donc, il ne faut pas se dérober et puis cela doit respecter une certaine réglementation et des obligations. Alix, parlons de visite technique. Une année, un voyage dans un pays africain que je ne vais pas citer. Et je vous assure, c'est vrai, ce n'est pas de la rigolade. C'est-à-dire que le woro-woro de Ouaga, puisque c'était à Ouaga, c'est-à-dire le gars, pendant qu'on roule, chaque fois, il s'arrête et il passe la vitesse par le bas. Tu donc? Je vous assure que je n'ai jamais vu ça. Et je n'ai jamais autant rigolé. C'est-à-dire, il passe la vitesse par le bas. Ça, c'était à Ouaga. Maintenant, à Bengourou, j'ai vu une voiture, un woro-woro. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la voiture, vous voyez comment le goudron a été fabriqué. C'est une épave, quoi. Je demande au monsieur, vous avez une visite technique? Il dit, oh, visite technique, c'est quoi ça? Il ne sait même pas ce que c'est. On va demander à monsieur ce que c'est que la visite technique. Il va se mettre à jour. Donc, lui, ici, puisqu'on est suivi aussi ailleurs, le monsieur de Ouaga aussi va essayer de se mettre en règle. L'Afrique avec ses machinistes ingénieux. Et puis aussi, on aura lundi motivation, Alice, lundi motivation, un moment très important pour recharger les accus. Exactement. On aura également Gabrielle Zani qui sera là dans quelques instants avec son invité. Elle va nous donner la primeur de son invité quand elle sera là, le nom, la qualité. Dans quelques instants, c'est sûr que Instant Vérité est au programme. Également, fitness, pas de circuit, mais une routine dynamique pour aujourd'hui. Ok. Et là, il est 5h58 aujourd'hui, mesdames et messieurs. On a une pensée pour un grand artiste du ballon rond, du football, l'un des plus grands footballeurs du monde entier, de la planète. Oui, ce n'est pas parce qu'il est ivoirien qu'on va être timide, c'est la réalité. C'est un grand joueur. Nyényeri Yaya Touré, footballeur international ivoirien. Malheureusement, on n'a pas l'illustration et pourtant qui célèbre un an de plus. Et puis, on a une pensée aussi pour une grande dame. Ah, décidément, c'est le jour des grandes figures. Grande figure footballistique, grande figure de l'audiovisuel. Madame Jeanne Dekao Fayelou, réalisatrice émérite à la RTI depuis bon nombre d'années, qui a célébré hier dimanche un an de plus. Nous lui adressons ce matin nos salutations les plus ajustées. Nous lui souhaitons un être annuel des plus chaleureux. Eh oui, à côté de ces anniversaires près de chez nous, il y en a un peu plus loin de chez nous. Pour ce 13 mai 1986, Robert Pattinson, né Robert Thomas Pattinson, mannequin, musicien britannique. Si on ne se trompe pas, il est acteur également. Voilà, d'une grande série, la trilogie de Twilight. Et puis votre collègue animatrice, Alix, Christine Bravo, animatrice qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Humoriste, animatrice, actrice aussi souvent, et puis qui a eu cette fameuse émission dans les années 90 qui a marché, qui s'appelait Froufrou, un passage obligé pour toutes les têtes pensantes européennes. Voilà, il est avec nous maintenant, vous apercevez déjà l'amorce de son générique derrière, c'est Régis Kofi. Ça va Régis ? Ça a été le week-end? Le week-end, ça a été. Bien reposé? Justement, un week-end très reposant. Ça se voit que vous avez bien reposé. On sait où vous étiez. Vous aimez ça? On sait où vous étiez. Allez, le flash, c'est parti. C'est Jacques Brou qui réalise Matin Bonheur. Encore une fois, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité.
Démarrons ce journal tout de suite par une déclaration du collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Une déclaration lue par le président du collectif, Kadio Akaclaude. Déclaration du collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, KPESI, portant sur la grève projetée par la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEPSI, le mardi 14 mai 2019, en dépit des négociations en cours et du cadre renforcé mis en place par le gouvernement. L'éducation est au cœur du développement économique et social de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'éducation de nos enfants, des générations futures, constitue un enjeu majeur de premier rang pour les enseignants, pour les parents et pour la nation tout entière. L'année scolaire 2018-2019 a été fortement perturbée par une longue grève depuis février 2019 qui a duré plus de 2 mois. Les élèves étudiants ont subi de plein fouet les effets nocifs de ces arrêts et perturbations de cours qui prédisposent à des résultats de fin d'année moyenne, médiocres, voire catastrophiques. Sous la haute autorité et la présence effective de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, accompagné de 6 autres ministres, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, du ministre de la Fonction publique, ont reçu l'ensemble des syndicalistes, y compris la COSEPSI, le 5 avril 2019 pour trouver des solutions aux revendications nouvelles portées au gouvernement. Le chef du gouvernement a instruit les ministres concernés à s'impliquer davantage pour conclure des négociations dans le cadre de la trêve sociale signée pour une durée de 5 ans. Suite à cette rencontre, le mot d'ordre de grève de la COSEPSI a été suspendu. Dans cette dynamique de dialogue et de négociation initiée par le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé un séminaire cadre de négociation à Grand Bassam du 10 au 12 avril 2019 avec tous les protagonistes des revendications syndicales du primaire et du secondaire. Le séminaire a permis de conclure une synthèse de discussion cadre endossée et signée par l'ensemble des syndicalistes, des syndicats, avec plusieurs avancées notables. Les conclusions doivent être finalisées et approuvées pour être soumises à l'arbitrage du gouvernement. Certains syndicats ont souhaité faire une tournée de sensibilisation pour recueillir les avis de leurs membres avant la finalisation. C'est dans cette attente de conclusion des négociations que nous, parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative, apprenons avec désarroi la reprise d'une grève éventuelle et imminente de la COSEPSI. C'est pourquoi, tout en considérant que les gros perdants d'une nouvelle grève sont bel et bien les parents d'élèves et leurs enfants qui vont continuer d'être privés de leur droit à l'éducation de qualité. Nous, collectif des associations des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire, appelons et interpellons donc ici la COSEPSI de surseoir à cette grève qui risque de ruiner tous les espoirs des parents d'élèves qui ont consenti d'énormes sacrifices pour la réussite de l'année scolaire de leur progéniture et de faire confiance au cadre de négociation en cours avec le gouvernement. Par ailleurs, nous, parents d'élèves, sommes entièrement disposés et engagés à nous impliquer davantage pour que les solutions acceptables soient trouvées pour le bonheur de tous. Nous allons, dès le lundi 13 mai 2019 prochain, chercher à rencontrer Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à l'effet de continuer à défendre l'avenir de nos enfants. Fait à Abidjan le 12 mai 2019 pour le bureau du collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, KPESI. Voilà donc la déclaration du collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.
Le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbia, reçoit une délégation du ministère de la Défense chinoise. La délégation est conduite par le général de division Zhang Yingli. Les échanges ont tourné autour de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Abou Sanogo. Dès l'entame de leur séance de travail, le général de division Zhang Yingli a salué les progrès importants réalisés par les forces armées de Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années et le bon cadre de coopération entretenu par les deux armées dans la montée en puissance des forces armées de Côte d'Ivoire. Pour l'hôte de la Côte d'Ivoire, il faut élargir les domaines de coopération afin de faire échouer les menaces transnationales et d'assurer un environnement de sécurité favorable à la bonne gouvernance et au développement. En retour, le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia, s'est félicité de l'excellence des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire au vu des récents dons de navires à la marine nationale ivoirienne et l'offre de plusieurs dizaines de stages offerts avant de demander au ministère de la Défense nationale chinoise de continuer à accompagner les forces armées de Côte d'Ivoire dans leur montée en puissance relativement dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée ivoirienne, la résolution des problèmes structurels liés aux infrastructures pour la formation de ces personnels et l'accompagnement de l'action de l'État en mer par la prise en compte de la piraterie maritime et des nouveaux types de menaces. Fort assuré du parfait cadre de coopération ainsi établi, le général Lassina Doumbia, au nom des forces armées de Côte d'Ivoire, a remis un présent à son hôte qui en a fait de même. Coopération renforcée autour d'un déjeuner offert par les armées ivoiriennes à la délégation asiatique. Lutte contre la consommation de la drogue. Les députés s'engagent dans la sensibilisation. Réunis au sein du réseau des parlementaires pour la lutte contre la drogue, ils se sont rendus au lycée moderne de Port-Bouët mercredi dernier pour expliquer aux élèves les méfaits de la consommation de la drogue. On fait le point avec Konaté Moussa. Les députés ivoiriens s'engagent dans la lutte contre la drogue. Le réseau des parlementaires pour la lutte contre la drogue mène une campagne de sensibilisation au lycée moderne de Port-Bouët. Les élèves sont instruits sur les méfaits de la consommation de la drogue. Les enfants s'adonnent à ce phénomène qui est vraiment dangereux, non seulement pour leur avenir, mais aussi pour la société dans laquelle ils sont actuellement. Les images que nous avons projetées ont choqué. Donc je suppose que les enfants ont compris le message pour savoir que le phénomène de drogue, le phénomène d'alcool, le phénomène de tabac est un phénomène qui est grave et qui attire l'attention de tout le monde. La drogue, substance dont la consommation a un effet sur le cerveau et modifie les comportements de l'individu. L'usage de la drogue demeure une réelle préoccupation. Les parlementaires s'investissent donc dans le combat aux côtés des acteurs du système éducatif. Tous ces comités qui existent du côté du ministère de l'Éducation nationale, du côté du ministère de la Santé, les parlementaires représentant donc des populations qui les ont élus respectivement, ont souhaité ajouter leur voix à celle de tous ces comités pour parler avec notre jeunesse et l'amener vers la prise de conscience. Pour mieux relayer les messages de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de la drogue, un comité de lutte composé d'élèves est installé au sein du lycée moderne de Port-Bouët. C'est en 2011, après un demi-siècle de recherche archéologique, que la tombe de Saint-Philippe, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ, a été découverte au sud-ouest de la Turquie, à Pamukkale. La délégation de chrétiens ivoiriens présente en Turquie depuis une dizaine de jours a visité ce site historique, ainsi que la tombe de Saint-Jean et la dernière demeure de la Vierge Marie dans la ville d'Éphèse, dans la région de l'Anatolie. On fait le point avec Cheikh Koné. Originaire de Galilée, l'actuel Israël, Philippe fut l'un des disciples du Christ. Certains témoignages affirment qu'il serait parti christianiser des régions d'Asie mineure, qu'il aurait été par la suite lapidé, puis décapité par les Romains. D'autres laissent penser qu'il serait mort très vieux et de mort naturelle dans la même ville. Tout compte fait, cette découverte de la tombe de Saint-Philippe en 2011 dans la ville de Pamukkale, entendez Château de Coton, marque un tournant décisif dans le monde chrétien. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour l'évangile et par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de venir marcher dans ses pas, me retrouver devant sa tombe et pour moi, c'est une joie. Nous ne sommes pas venus en Turquie parce que nous ne croyons pas en Jésus,
Mais nous croyons en Jésus et nous sommes simplement venus vérifier ce que les Saintes Écritures disent et puis dire au peuple de Dieu que ce qui est écrit, ce ne sont pas des fables. Ce site de Pamukkale est aujourd'hui un site touristique de premier choix, surtout pour ses eaux thermales et ses roches sédimentaires de plus de 2700 mètres de long. Depuis son inscription au patrimoine de l'UNESCO en 1988, des millions de pèlerins s'y rendent. À 200 km de là, précisément à Éphèse, les pèlerins ivoiriens découvrent la dernière demeure de Vierge Marie, la mère de Jésus. Selon les Saintes Écritures, Jésus sur la croix confia sa mère à Saint Jean-Baptiste qui l'amena à Éphèse après la mort du Christ. La tombe de ce dernier y a également été découverte. Un moment plein d'émotion pour les membres de la délégation ivoirienne. Quand je vois ces villes souterraines, là où des hommes et des femmes ont vécu pour la cause de l'Évangile, je vous assure que c'est du réel et ça donne la foi. Même s'il y a d'autres versions, mais après avoir vu le tombeau de Saint-Jean, je crois que nous sommes sur les sites réels de la fondation de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. D'autres sites historiques ont été visités, notamment les villes souterraines de la Cappadoce, les cheminées de Fès, le musée en plein air de la Gorème, ainsi que les caravansérails de Soutana, des sortes d'auberges fortifiées pour les commerçants de la période antique. Voilà, c'est tout pour ce 6h. L'actualité sera de retour tout à l'heure à 6h30. Merci Régis. En tout cas, majestueux patrimoine spirituel pour tous les croyants. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir de voir. La foi. Ça, c'est clair. Allez partout et annoncer la bonne nouvelle. Ce sont les paroles saintes. Allez maintenant au fitness. Là, c'est le conducteur. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. C'est Rémi Monquet pour vous servir. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Aujourd'hui, toujours 5 exercices pour vous aider. 5 exercices qu'on va faire en circuit qui vont vous aider à avoir une meilleure forme. Donc on va commencer sans plus tarder par l'exercice qu'on appelle le bird dog. L'exercice qui permet de muscler le dos, les fessiers et les abdos en même temps. Donc c'est un exercice très banal, très simple en même temps, mais qui travaille en profondeur. On va se mettre à 4 pattes. On va tendre le bras gauche et la jambe droite. Et on va alterner le mouvement. 2, 3, toujours le côté opposé, concentrez-vous pour le mouvement, 4, 5, on va à 20 répétitions, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, prochain exercice, on va se mettre en planche, on va écarter les pieds, faire une rotation du bassin pour envoyer le bassin sur le côté, remonter au milieu et redescendre de l'autre côté. On va à 12 répétitions. 1, 2, 3, là on travaille la taille, les abdos, 4, un peu les épaules, 5, 6, 7, on tourne avec les pieds, 8, 9, 10, encore 2 répétitions, 11, la dernière, et 12, parfait. Allez, on va se coucher sur le dos. On va tendre les jambes en haut. D'accord, maintenir la position. Allez, 1, 2, je lève ma tête pour pouvoir bien arrondir le dos, pour engager mes abdos. 4, 5, 6, 7, 8. Si vous sentez une tension dans le dos, levez les jambes vers vous. 11, 12, 13, 14, 15, 16 à 20, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Ouais, quatrième exercice maintenant. On va faire des dips pour travailler les bras. Donc, main au sol, monter le bassin, fléchir légèrement les bras et pousser vers le haut pour remonter. On va à 15 répétitions. On fléchit et on pousse. 1, fléchit, on pousse. 2, 3, 4, juste mes bras. Bassin vers le haut. 5, vous pouvez faire des exercices. Le même exercice sur une chaise. 11, 12, 13, 14 et 15. On termine par du gainage. Donc, un gainage couché sur le dos comme celui qu'on vient de faire. La seule différence, c'est qu'on va faire des petits battements de jambes. 1, de garder les abdos bien gainés pour qu'ils ne bougent pas. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 à 30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de petits battements. Ok, parfait. Petite séance terminée pour le matin. J'espère que vous pourrez faire du sport ce soir. Tant que vous êtes actif, c'est bien. Tant que vous bougez, c'est bien pour votre cœur, c'est bien pour votre corps, c'est bien pour votre mental. N'hésitez pas à faire du sport, c'est bon pour vous, je vous le garantis. N'hésitez pas à manger seulement tant que vous pourrez. Hydratez-vous et prenez soin de vous. On se voit très bientôt. Je passe un gros coucou à Marco et Alix et bonne journée. Au revoir. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Il est 6h16. Le jour se lève sur Abidjan sans faire de bruit. Nous sommes en direct depuis le studio Marie-Thérèse Péchaud pour vous édicter toutes les bonnes nouvelles concernant la route, concernant le travail. Ce sera vers 7h. Monsieur Ekou est là, mais avant, on va se mettre en condition un tant soit peu. On aura le générique, le jingle de son passage. Et puis après, un micro-trottoir sur la visite technique. C'est parti. On est obligé de dormir parce que déjà, nous on se dit quoi? On ne veut pas la magouille, donc on veut aller directement passer la visite. Et quand on arrive là-bas, ils ont des gars là-bas maintenant qui prennent les places. Souvent quand ils arrivent à 7h, 8h, ils sont les premiers d'abord à partir. Souvent toi-même là, c'est vrai que quand ils veillent là-bas, matin comme ça, tu vois, tu es obligé de quitter là-bas à 14h ou soit 15h. Souvent même on ferme la porte. Souvent même les gars qui vont pas, ils s'en vont sur les bascules, les gars contrôlent et puis ils passent de l'autre côté déjà, paf, ils sont assis dans la salle, ils attendent les cartes. Nous on va le protège de voiture. Le chauffeur même là, il ne va pas directement lui-même là, pour volontaire, c'est le protège même qui t'envoie. Et puis souvent tu vas le protège de la voiture à la visite. Lui-même il est avec vous. S'il y a un défaut maintenant, ça se passe devant lui. Moi j'ai deux voitures, je sais que l'autre devant tout là, l'autre là est garé là-bas. Donc je peux aller enlever lui son pièce pour mettre sous pour moi pour aller. Au lieu d'aller payer niveau à la ferraille. Là-bas, bon, je ne sais pas comment on s'arrange, mais c'est que ici c'est le visiteur qui fait ça. Souvent s'il y a trop de fumée, on te fait retourner. S'il y a trop de fumée derrière toi, on te fait retourner. Fumée blanc, fumée trop noire, on te fait retourner. Voilà. Même derrière, à quoi où on met un coffre épineux secours, il y a un trou là-bas, si ce n'est pas fermé, on te fait chier pour ça. La plupart de ces voitures-là, aujourd'hui, ce qu'ils sachent, en tout cas, ils n'ont pas de visite. Mais il faut un rangement pour rouler comme ça, sincèrement. Parce qu'ils savent, il n'y a pas si beaucoup de terrain de taxi comptaient, mais à ce côté, aujourd'hui, en tout cas, ils voient que non, et sincèrement, ils n'ont pas des visites techniques. Et voilà, de retour après ce micro-trottoir toujours nocturne. Afférent, oui, ou on va dire matinal aussi, pourquoi pas. Nocturne ou matinal. Un néologisme créé par vous. Sur la visite technique, on est avec M. Paul Arnaud Ekou en plateau. Tout de suite, quel est votre commentaire après ces différentes réponses concernant la visite technique? Je constate que les Ivoiriens ont beaucoup radis sur la visite technique. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'ils savent exactement les enjeux de cette procédure-là. On aura l'occasion d'en parler. Heureusement que vous êtes là. Même pas l'occasion, on va en parler immédiatement parce que moi, quand on regarde le paysage du côté automobile de notre pays, il y a des fois, on est en droit de se poser certaines questions. Il y a des voitures, on se demande comment ces voitures-là font pour échapper au mail de la visite technique. Et comme il a dit dans le truc, si j'ai ma voiture, je peux aller récupérer une pièce. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tripatouillage et des fois, il faut que les agents de la circulation doivent continuer. Un agent de la circulation peut enjoindre un automobiliste d'immobiliser son véhicule et d'aller repasser la visite. Donc, eux aussi, ils ont un rôle à jouer après la sortie du guichet automatique, du guichet unique. Justement, M. Kou, c'est quoi la visite technique? La visite technique, c'est une procédure obligatoire. C'est un contrôle, comme on le dit. On va vérifier le bon état de fonctionnement du véhicule. On va vérifier aussi le bon état d'entretien, parce que l'entretien est obligatoire. On va vérifier la conformité. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aiment bien modifier les véhicules, ajouter des éléments. On va vérifier tous ces éléments-là pour pouvoir l'autoriser à circuler sur ces voies-là. Donc, ça va être sanctionné par la délivrance. Vous voyez là, on va faire un contrôle très rigoureux. Et à la fin de ce contrôle-là, on va délivrer un certificat qui vous autorise à circuler sur la route. Et la visite technique, ça équivaut à l'obtention du permis de conduire pour le conducteur. Donc, le conducteur il doit avoir un permis pour pouvoir circuler, pour pouvoir rouler. Le véhicule doit avoir son certificat de visite technique pour pouvoir circuler sur les voies publiques. C'est un peu le principe. Et en quoi consiste ce contrôle technique-là? Comme on le voit ici, c'est un contrôle visuel, premièrement. C'est-à-dire que des agents contrôleurs
qui ont une certaine expertise avérée en matière de mécanique automobile vont s'assurer que la voiture est conforme. Ils vont faire un contrôle visuel. Il y a pratiquement une centaine de points de contrôle. Il y a beaucoup de points sur la visibilité de la voiture, sur la carrosserie, sur la pneumatique, sur les organes moteurs. Ils vont vérifier de façon visuelle, formelle, pour voir si ça fonctionne normalement. Donc vous entrez dans une agence, vous déposez le véhicule, il va passer sur un pont, ils vont vérifier beaucoup d'éléments, le châssis, la couleur, et tous ces éléments-là vont permettre d'attester que votre voiture est conforme. Et va être sanctionné par un PV qu'on appelle chez nous sur le certificat de visite technique. Voilà. Alors, dites-nous, ça c'est le côté officiel. Ouais. Mais quand on voit tous ces woro-woro, tous ces baka, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays, il y a de quoi douter de la visite technique, honnêtement. Je partage ton avis parce que je me rappelle que j'avais lu dans la presse une intervention du DG à l'époque qui disait qu'il y avait pratiquement 300 000 véhicules qui circulaient sans visite technique. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que je pense que c'est une relation avec plusieurs acteurs. C'est une mafia. Voilà. Non, ce n'est pas forcément la mafia, c'est une concession. Donc, il faut aller vers la station. Donc, il n'a pas le pouvoir de sortir pour contrôler. Après la station, il y a des agents de la régulation qui doivent pouvoir jouer leur rôle, mais qui n'ont pas tous les éléments aussi pour apprécier. Parce que des fois, quand on lui présente un certificat de visite technique, au premier regard, il pense que c'est bon, ce n'est pas le cas. Et puis, les agents aussi, peut-être n'ont pas été formés sur les différents points de contrôle. La fumée dont il parlait tout à l'heure, il va avoir plusieurs caractéristiques. Il y a une certaine caractéristique de fumée qui n'a rien à voir, qui ne va pas empêcher la voiture de circuler, mais une autre caractéristique de la fumée. Et donc, il faut vraiment sensibiliser, former ces agents-là à détecter de façon visuelle les infractions qui constitueraient une obligation d'immobiliser le véhicule et de repasser la visite. Donc, et puis finalement, dans les auto-écoles ou bien pour les usagers eux-mêmes, il faut les sensibiliser. On ne fait pas la visite pour le plaisir, on fait pour la sécurité routière, on le fait pour sa propre sécurité. Et pour celle des autres. Et pour celle des autres, exactement. Une ceinture de sécurité qui n'est pas conforme annule la visite technique. Donc, quand un phare défaillant annule la visite technique. Donc, pour notre propre sécurité, il faut éviter de tripatouiller, il faut éviter de se ménager une porte de sortie. Parce que, évidemment, le plus important, ce n'est pas le document, c'est la sécurité, la vie des usagers qu'on va transporter. Le bon état aussi du véhicule. Voilà. Alors, comment mieux préparer le contrôle technique avant d'arriver à l'agence agréée? C'est vrai que nous, on n'a pas une relation particulière avec l'entretien. Moi, je suis de ceux qui n'entretiennent pas régulièrement la voiture. Ah bon? Donc, je préfère donner aux mécaniciens. Le monde entier découvre, mesdames et messieurs, oui, parce que je suis plus dans le droit routier. Donc, je fais confiance à mon mécanicien. Donc, généralement, moi, je lui donne ma voiture, il fait son entretien, puis s'en va. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est une grosse erreur, donc je corrige parce que il y a une checklist préalable qu'il faut pouvoir faire. Il y a des éléments simples qu'il faut vérifier. Il ne faut pas attendre le jour de la visite technique pour changer ses balais d'essuie-glace. Parce que souvent, c'est ce qui va nous... Chaque matin, il y a des contrôles à faire. Il y a des contrôles à faire, il y a des contrôles visuels, il y a une checklist. Donc, il ne faut pas toujours déléguer aux mécaniciens pour le faire. Il faut prendre le temps. Et là, il disait très bien que des fois, il faut partir avec le propriétaire du véhicule lui-même pour qu'il constate des visu les erreurs qu'on lui reproche, le faute qu'on lui reproche. Dans le cadre du transport? Dans le cadre du transport, exactement. Et il faut prendre l'habitude. Parce qu'il y a des éléments qu'on néglige, mais les jauges d'huile sont plus en compte dans la visite technique. Et ça, on n'a pas besoin d'un mécanicien pour le faire. Et ça contribue aussi à l'entretien parce que je dis que la visite technique, c'est aussi pour l'entretien du véhicule. Ça contribue. Donc, il faut apprendre à faire cet entretien quotidien-là, soi-même, à faire cette checklist-là, des éléments à contrôler, des éléments visuels très simples. Et ça, il faut le faire avant de confier le véhicule au mécanicien, comme on le fait, 2 semaines avant la visite, et puis attendre qu'il vous envoie la voiture. C'est vraiment une grosse erreur qu'il faut éviter de faire. Voilà. J'avoue que moi, je l'ai fait une fois, j'ai regretté parce que ma voiture est revenue dans un état vraiment... Ça vous revient plus cher parce qu'il y a des éléments de tripatouillage qu'il va peut-être dissimuler, et vous allez en payer le prix. Voilà. Alors, est-ce que les agents contrôleurs peuvent engager leurs responsabilités en cas d'erreur? Cette question s'est posée surtout parce que depuis quelques années, l'agence a introduit le diagnostic de prévisite. Donc, on a souvent l'impression que quand on va faire le diagnostic de prévisite, on est automatiquement admis à réussir la visite. Ce n'est pas le cas. L'agent, il ne fait qu'un contrôle visuel. Il n'a pas vraiment de responsabilité de dire ta voiture est en bon état ou pas. Il vous donne un document qui atteste qu'il y avait des défectuosités. Mais comme c'est un contrôle visuel, il peut avoir légitimement manqué quelque chose de grave. Donc, il ne peut pas vraiment engager sa responsabilité, sauf dans certains cas où c'est une erreur flagrante, ou peut-être qu'il a usé de collusion avec un agent ou bien avec un mécanicien pour pouvoir vraiment vous attribuer un certificat et qui, à la suite, va s'avérer défaillant. Sinon, dans la pratique, il n'a que l'obligation de s'assurer que c'est conforme
il vous délivre votre certificat et il n'a pas grande responsabilité à prendre. Donc, que vous avez fait un diagnostic de prévisite et que vous repartez, puis vous vous rendez compte que les éléments qui avaient été préalablement vérifiés sont remis en cause, bon, c'est normal, c'est un avis qu'il donne. Il n'a pas l'obligation de préconisation, il ne va pas vous dire que c'était bien fait ou pas. Donc, il n'a pas vraiment engagé sa responsabilité, il faut le prendre en compte. La responsabilité appartient au propriétaire du véhicule de mettre sa voiture en conformité vis-à-vis de la loi, en règle vis-à-vis des conditions de circulation. Voilà. Et dans un cas où on se retrouve dans un défaut de contrôle technique, quelles sont les sanctions encourues par le propriétaire? On va se retrouver dans deux cas. Soit il n'envoie pas son véhicule du tout au centre pour faire la visite technique, soit il envoie et il va falsifier les résultats. Il va falsifier les résultats, ou il va même tricher sur les résultats. Il va, comme il a dit, remplacer des éléments et puis après la visite, il remet ses vieux instruments, ses vieux équipements. C'est des délits. Ça va jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme avec une amende jusqu'à 2 millions. Donc c'est un délit. L'usage de faux documents, l'usage de tripatouillage pour le certificat de visite technique, c'est des délits et c'est sanctionné. Et comme je l'ai dit, le constat aussi d'une erreur, d'un manquement, entraîne automatiquement l'immobilisation du véhicule, voire sa mise en fourrière. Donc mieux vaut le faire dans les règles, prendre le temps de corriger les fautes qu'on vous a reprochées avant de les mettre en circulation. Dernière question. Est-ce que le contrôle technique des véhicules lourds est encore plus sérieux, plus pointu? Les véhicules lourds sont des véhicules affectés au transport très souvent. Et le contrôle technique de tout ce qui est affecté au transport public est très rigoureux. Les transports publics des personnes se font 2 fois l'année, contrairement aux autres. Et les véhicules très lourds ont des spécificités techniques qui imposent d'être plus rigoureux. Donc c'est 2 fois plus rigoureux, c'est 2 fois plus difficile même de l'obtenir. Et pourtant. Et parlons toujours de la visite technique. Est-ce qu'ici nos structures sont équipées aux normes pour pouvoir vérifier tout ce qui est technicité des véhicules? En tout cas, le concessionnaire nous assure qu'il est suffisamment équipé. On a vu ces derniers temps qu'il s'est aussi doté d'équipements de nouvelle génération. Et je pense que les équipements qui sont là sont suffisamment aptes à détecter les défaillances. Je peux dire que c'est suffisamment équipé. On le voit sur l'image. Il y a beaucoup de technologies nouvelles qui sont entrées en ligne de compte. Il y a beaucoup d'expertises aussi qui rentrent en ligne de compte. Et puis, bon, l'espace est suffisamment grand. Il y a un cahier des charges que le ministère impose aux concessionnaires. Et dans ce cahier des charges-là, il doit disposer des équipements qui permettent de détecter toutes les défaillances possibles. Et peut-être pour rappeler, ce n'est pas typiquement la Côte d'Ivoire. Le système de visite technique est un système communautaire à 8 pays de l'UEMOA. Donc on respecte des règles communes. Et donc c'est beaucoup rigoureux en tout cas. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ekou. Tous les retardataires, tous ceux qui ne sont pas encore, faites comme Alix, soyez toujours assidus aux visites techniques. Grande peureuse, donc elle prend toutes les dispositions pour... En tout cas, il faut le faire. Merci pour ces informations très précieuses à vous, Monsieur Ekou. Il est 6h27 maintenant, c'est la mi-temps de Matin Bonheur, réalisation notre ami Jacques Brou. Dans un instant, on aura bien sûr après le journal Gabriel Zani qui est venu déjà en studio pour parler de la paix, de GPP. Et est-ce que c'est une force politique? Comme invité, Henriette Lagou, coordonnatrice du GPP, présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPC Paix. On va en parler. Les Ivoiriens voudront savoir. Mais tout de suite, le flash avec Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. On aura un temps partiellement nuageux et progressivement ensoleillé sur les régions du nord et de la bande centrale. Le littoral et le sud forestier observeront un temps nuageux au cours de la matinée. Les masses nuageuses présentes sur la mer pourraient, dans leur déplacement, apporter quelques pluies sur le littoral. Les températures de la matinée, la maximale affichera 25 degrés à Abidjan, Adiaké et Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Daloa, tout comme à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, à Grogo, Notra, 25 degrés, 23 degrés dans la ville de Mons, ça sera la minimale, 25 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra, Tabou, 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, il fera chaud sur la majeure partie du pays, notamment dans les zones du nord, du centre, de l'est ainsi qu'à l'ouest. Cependant, en fin de période, l'arrivée de nuages relativement denses sur le sud forestier, le nord-ouest et l'ouest sera favorable au déclenchement de pluies parfois orageuses sur ces zones. Ces pluies pourraient toucher le littoral ouest. Les températures pour l'après-midi, la minimale affichera 30 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et Daloa,
35 degrés de maximal à Dimbokro. À Gagnoa, on notera 33 degrés, 34 degrés à Korogo, 31 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 30 degrés de minimal à San Pedro Sassandra Tabou, 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Merci de nous rejoindre. Au Burkina Faso, un groupe d'une vingtaine d'hommes a tiré sur des fidèles hier pendant la messe dans une commune du nord du pays. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées. Cette attaque rappelle la dernière, fin avril. Plusieurs individus armés avaient attaqué une église protestante, également dans le nord du pays, tuant 5 fidèles et leur pasteur. Au Soudan, la reprise des discussions entre l'armée et le mouvement de contestation sur la transition politique prévue hier dimanche aura finalement lieu aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la coordination des protestataires au Soudan. Le porte-parole n'a pas précisé les raisons de ce report. Chez les voisins du Sud, le vol de bétail existe depuis des temps immémoriaux, mais il a connu ces dernières années des changements radicaux. La guerre d'indépendance du Sud, puis la guerre civile depuis 2013 ont provoqué un important afflux d'armes automatiques dans le pays et désormais, ou alors désorganiser les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Regardez. Le feu pour tenir les mouches à distance. Au Soudan du Sud, tout est fait pour protéger son bétail. Les vaches sont pour beaucoup la seule source de revenus et la seule monnaie d'échange. Plus importante que l'argent, elles sont utilisées comme dot pour un mariage ou revendues pour payer des frais médicaux ou de scolarité. Le vol de bétail est courant ici, mais depuis la guerre civile, les armes à feu ont remplacé les lances traditionnelles. C'est bien d'avoir une arme parce que ça protège le bétail, pas seulement contre les voleurs, mais aussi contre des animaux sauvages. Depuis l'accord de paix entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar en septembre dernier, les violences ont diminué, mais paradoxalement, les vols de bétail sont en recrudescence. Selon la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 218 éleveurs ont été tués en janvier 2019, 3 fois plus que le nombre de victimes entre octobre 2017 et janvier 2018. Les raids de bétail sont devenus violents à cause des armes. À l'époque, quand nous nous battions avec nos lances, personne ne mourait. Dans les cultures Nouer et Dinka, les deux plus importantes communautés d'éleveurs dans le pays, la renommée et la richesse d'un homme sont proportionnelles à la taille de son troupeau. La vache est aussi le seul moyen pour un homme de se marier. D'après l'ONG Safer World, le prix à payer pour une femme a considérablement augmenté depuis l'indépendance. Plus une femme est grande, plus la dot va être élevée. Benny Chouer a pu récupérer 250 vaches en mariant sa fille aînée. La vache au Soudan du Sud va coûter $700, 600 à $700. Ça, c'est pour les vaches de meilleure qualité. Donc vous pouvez voir à quel point la vache est importante dans la société. Si vous avez des centaines de vaches, vous avez des millions de dollars. Un calme relatif qui s'est installé dans certaines parties du Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix. Mais les rivalités meurtrières entre communautés d'éleveurs continuent, loin des luttes de pouvoir à l'origine de la guerre civile. Si vous aimez les discothèques, ne vous rendez pas au Soudan du Sud. Elles sont interdites. Le président l'a annoncé sur Facebook samedi. Les bars doivent désormais fermer leurs portes à 22 h. Les autorités assurent que ce qui se passe dans les discothèques, notamment la prostitution des mineurs, est vraiment dangereux pour l'avenir du pays.
Le rapport mondial sur les personnes déplacées 2019 indique que 40 millions de personnes ont été déplacées dans le monde en 2018. Les conflits dans certains pays africains et les catastrophes ont contribué de manière significative à ce nombre. Une publication partagée sur Facebook, plus de 3500 fois, affirme qu'un moyen sûr et facile d'enlever une tique est de tamponner l'acarien avec une boule de coton imbibée de savon. Plusieurs experts interrogés par l'AFP ne recommandent pas cette méthode qui augmente les risques d'infection et suggèrent plutôt d'utiliser les tire-tiques. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 7 h pour développer l'actualité internationale. Merci Régis. C'est Régis, c'est le Soudan. Prochaine destination de nos vacances? Soudan du Sud. Soudan du Sud. Hein, Alex, on y va? Non. Je donne ma place au chat. Donc les boîtes, les nightclubs ferment là-bas à 22 h. À 22 h. À 22 h, c'est les Les bars. Les bars. À 22 h. Et les nightclubs, c'est prohibé. Oui, justement. Donc le gasoil là-bas, c'est de 16 h jusqu'à 22 h. Le gasoil, c'est quoi? Ah, c'est ça, hein? Justement, 16 h, 22 h. 16 h, 22 h. Ça À la longue, ça va se fermer. Ça vous convient? Ben non. Il dit non, vous, c'est jusqu'à pas d'heure. Au Soudan du Sud, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Ici, au moins, on peut sortir à 5 h du matin. Voilà. Oui, pour le moment. C'est encore plus sécurisé. Mais justement, ce qui arrive, c'est valable pour ici ou ailleurs. Comme on le dit, hein, la perfection, nous dit-on, n'est pas de ce monde. Mais s'y rapprocher n'est aussi pas une chimère. Lundi, motivation, 9 vérités pour devenir une bonne personne. Neuf vérités dures à savoir pour devenir une meilleure personne. 1. Vous êtes le seul qui vous retient. 2. La première étape est toujours la plus difficile. 3. Les grandes choses prennent du temps et de l'effort. 4. Personne ne vous soutiendra. 5. Vous ne pouvez pas réussir sans prendre de gros risques. 6. Vous ne pouvez pas tout contrôler. 7. Vous ne pouvez pas tout faire. 8. Il est acceptable d'échouer. 9. Les habitudes sont importantes. Sur le plateau, mesdames et messieurs, il est 6 h 37. On est dans le Money Time, au cœur de cette émission de Matin Bonheur. Et nous recevons avec grand plaisir Madame la ministre Henriette Lagou, coordonnatrice du GPP, présidente du Renouveau pour la paix et la concorde. Avec elle, nous allons parler du GPP. Est-ce que c'est une force politique? On y va avec Gabriel Zani. Madame, les Ivoiriens veulent savoir. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Merci aux Ivoiriens qui veulent toujours savoir de nous suivre sur RTI 1. Alors, Henriette Lagou, la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde RPCP, créée avec d'autres partis politiques de l'opposition, le GPP, le groupement des partis politiques pour la paix. C'est le dernier né dans la classe politique ivoirienne, composée de 12 partis politiques de l'opposition. Cette plateforme se positionne comme une nouvelle force politique, mais déjà les critiques à l'endroit du GPP se font entendre. Pour les uns, c'est une alliance de plus. Pour les autres, le GPP ne saurait faire le poids à d'autres partis politiques et alliances en Côte d'Ivoire. Alors, question. Que vaut exactement le GPP? Le groupement est-il capable de rassembler les partis politiques de l'opposition? Qu'est-ce que le GPP peut changer fondamentalement dans la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces questions, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Henriette Lagou, coordonnatrice du groupement des partenaires politiques GPP. Elle est aussi la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP. Bonjour Henriette Lagou. Bonjour, Zani. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, le GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix, est créé en décembre 2018 avec 4 partis politiques de l'opposition. 5 mois plus tard, il regroupe aujourd'hui 12 formations politiques. C'est une croissance rapide, n'est-ce pas, Madame la ministre? Alors, qu'est-ce qui fait la croissance du GPP? Merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion d'expliquer et de dire aux Ivoiriens qu'il y a GPP qui est sur l'échiquier politique et qui croît assez rapidement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes partis de 4 partis politiques, évidemment.
Et aujourd'hui, nous sommes à 12 partis politiques. Parce que les Ivoiriens croient en ce que nous voulons faire. Parce que les Ivoiriens pensent que nous, ces partis politiques-là pensent qu'ensemble, nous pourrons faire beaucoup de choses pour les Ivoiriens. Nous pourrons œuvrer pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses pour les Ivoiriens, pardon. Alors, 12 partenaires politiques, ce sont notamment le RPCP, votre formation politique, le RAVI de Rose Koné, l'ADCI de Marcel Cromel, et j'en passe, plusieurs partis comme ça. Mais le constat, c'est que ces formations politiques-là sont peu connues des Ivoiriens. Alors, est-ce que ce groupement, du point de vue politique, peut faire le poids, vraiment? Merci, ils sont peu connus des Ivoiriens. Évidemment, quand un parti politique se crée et n'a pas encore gouverné, tout le monde ne peut pas connaître, ne peut pas savoir. Ces partis sont actifs sur le terrain. Et croyez-moi, c'est des anciens politiciens, c'est des gens qui ont fait leur classe. Et par conséquent, nous pensons que nous faisons le poids et nous allons faire le poids. Et je ne sais pas ce qu'on appelle, on n'est pas dans une balance. Mais malheureusement, en politique, on n'est pas dans une balance. On n'est pas dans une balance, mais en politique, c'est ça aussi. Le nombre compte beaucoup. Oui, évidemment, le nombre compte. Mais vous pensez que 12 partis politiques peuvent être ensemble sans qu'il y ait du nombre? C'est des Ivoiriens qui viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes en nombre et en qualité. J'ai envie de vous demander, alors, combien de membres revendique le GPP? C'est vrai qu'il y a 12 partis politiques, 12 formations politiques. Donc, combien on peut estimer? Faisons une petite estimation. Alors, vous savez, dans un parti politique, quel que soit l'âge, même les vieux partis qui croupissent sous l'âge du poids ne vous diront pas combien nous sommes. Vous avez des militants et beaucoup de sympathisants, surtout en Afrique. Et nous pensons que le message que nous véhiculons, le message de paix, de non-violence, surtout d'activité paisible en politique, pour que l'Ivoirien se porte bien, pour que les gens n'aient pas à tout moment peur de sortir de leur maison. Comprenez que nous avons beaucoup de militants de façon individuelle et beaucoup de sympathisants. Alors, Madame Henriette Lagou, on va faire les choses beaucoup plus simples ce matin. Alors, est-ce que le GPP est une force politique face à l'EDS d'Armand Ognan ou encore au RHDP de Alassane Ouattara, par exemple? Bien, merci beaucoup. EDS d'Armand Ognan, écoutez, l'EDS, c'est un mouvement qui soutient le président Gbagbo. Et vous savez que le président Gbagbo a été président de cette Côte d'Ivoire et donc qui a gouverné et qui a un parti FPI qui a aussi gouverné. Vous savez que le RHDP, le président, c'est le président en exercice. Alors donc vous pensez que on peut parler de le GPP face à ces gens? Non, ce n'est pas une question de est-ce que face à ces deux, qu'est-ce que vous pouvez? Vous savez, je vais vous dire, hier, j'ai un ami qui m'a appelé et qui me dit, écoutez, j'ai quelqu'un qui est au RHDP, et donc il me disait comme ça, moi je suis au RHDP parce que j'ai de l'argent là-bas et qu'ailleurs, dans mon ancien parti, j'ai le cœur. Alors, quand il va s'agir de se peser maintenant, en ce moment, cette personne ne sera pas sur la balance. D'aligner les militants. La question que j'ai posée, est-ce que le GPP a un poids politique? Mais le GPP a un poids politique. Le GPP est composé de partis politiques dont les présidents ont déjà été candidats dans des régions et moi-même candidat au niveau national, aux élections présidentielles. Alors, je ne sais pas, vous me parlez de poids. Est-ce que c'est le poids des présidents ou le poids... C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Alors, ce sont les questions que je vous pose. Ben voilà. Je veux savoir, est-ce que ce nouveau groupement-là peut faire quelque chose, peut vraiment pèse dans la balance? Bon, voilà la question qui se pose, c'est tout à fait légitime. Peut faire quelque chose en ce moment-là. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de peut faire quelque chose, mais peser, là, je ne suis pas d'accord. Quand vous parlez de peut faire quelque chose, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors, justement, 12 partis politiques d'opposition ont pris l'engagement, comme vous venez de le dire, de faire de la promotion de la paix, leur leitmotiv, et en se détournant des langages de violence, des langages guerriers et tout cela. Alors, qu'est-ce que le GPP peut apporter fondamentalement dans la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons dit un groupement de partis politiques pour la paix. C'est un groupement allié. C'est des partis politiques alliés. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des alliances.
des alliances interethniques qui ont permis que cette Côte d'Ivoire soit en paix depuis 40 ans. Depuis 40 ans, nous avons vécu la paix. Alors, je suis en train de vous dire que le GPP a basé sa stratégie sur les alliances, sur le fait de se protéger, sur... Écoutez. Sur les alliances, c'est-à-dire, expliquez-vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Le Gouro est dans une alliance avec le Yakouba et tous ceux qui gravitent, toutes les ethnies. Et les Briés avec l'Aladjan et le Bron. C'est sur ça que vous allez établir? Ben, écoutez, dans nos messages, cette question de message et d'action, dans nos messages, nous allons rappeler cela. C'est des valeurs que nous avons perdues et nous allons reprendre en modernisant, évidemment, en ajoutant d'autres choses. Ce n'est pas d'aller dire que, bon, écoutez, je prends ton poulet ou ton igname parce que nous sommes en alliance. Non, nous allons rappeler aux hommes politiques en Côte d'Ivoire qu'à la base, c'était des alliances. Et rappeler sur quoi ces alliances reposaient. Vous savez, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de violence langagée en politique. Les gens n'ont plus de scrupules. Les hommes s'insultent, ils se boxent. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Oui, mais en même temps, je veux savoir, est-ce que le GPP, c'est ce que le GPP apporte d'innovant dans la politique, c'est ça? Tabler sur les alliances? Pas tabler sur les alliances seulement, mais seulement amener les hommes politiques à comprendre qu'on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas gouverner toujours dans la violence. Mais comment exactement, comment concrètement ça peut se faire? Les hommes politiques, ils le savent, qu'on ne peut pas tenir de tels langages à choquer, je vais dire, la morale, mais ils le font. Les femmes également en politique se mêlent à la danse. Mais on veut savoir, comment allez-vous démêler tout ça? Alors, je vais vous dire, commençons par une chose que les Ivoiriens le savent, j'ai toujours dit sur ce plateau, que voilà un pays où les présidents passent et il n'y a jamais eu de passation de charges correctement. Le président Houphouët-Boigny est décédé. Il n'a pas eu le temps de passer la main correctement au président Bédié. Le président Bédié était en exil quand son second de militaire s'installait. Celui-là s'est retrouvé inerte quand l'autre prenait sa place. L'autre s'est retrouvé à l'arrière quand celui-là est installé. Alors, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut aller à la paix, qu'il faut parler de façon simple en politique, parce que la politique, c'est de l'art. En ce moment, on sera toujours dans la violence verbale, dans la violence physique, et je vous assure qu'on ira où nous n'avons pas envie d'aller. Alors, Madame Henriette Lagou, le GPP, est-ce que c'est un groupement non idéologique ou encore idéologique? On entend cela, les Ivoiriens entendent cela souvent dans les discours des hommes politiques. Non, mon groupement politique, là, il est vraiment idéologique ou bien il est non idéologique? C'est le même cas, c'est le cas pour mais ça dépend GPP. de ce qu'on donne comme définition. Idéologie, c'est-à-dire les centristes se mettent ensemble, les gens de la droite se mettent ensemble, c'est ça, c'est les idéologies. Mais nous c'est tous les partis politiques ensemble, que tu sois de la gauche ou de la droite. Mais seulement nous recherchons la cohésion et la paix et la stabilité surtout en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, une autre question, comme nous l'avons dit, vous comptez faire de la promotion de la paix en vous détournant du langage de violence, observé au sein de la classe politique. Comment allez-vous concrètement mener dans ce sens-là le dialogue avec le pouvoir? Comment allez-vous dialoguer? Mais c'est tout simple. Le pouvoir en place a déjà commencé à dialoguer avec les partis politiques. Vous avez vu la dernière fois dans le cadre de la CEI, nous avons commencé les échanges et nous y étions pleinement. Oui. Et donc, nous allons échanger de façon paisible, à ne pas dans le respect mutuel, parce que nous sommes un regroupement de l'opposition et on a besoin d'échanger pour porter les besoins des Ivoiriens, la façon de voir des Ivoiriens, parce que nous sommes sur le terrain et vous savez, quand on gouverne, il y a des choses qu'on ne voit pas. On devient quelquefois un peu aveugle. Alors, Henriette Lagou, vous étiez récemment, on va parler de votre passé récent en politique, vous étiez récemment dans le RHDP avec le PDCI d'Henri Konan Bédié. Comment cela se fait-il que l'on vous retrouve moins d'un an plus tard dans un autre groupement politique? Eh bien, c'est dans notre droite ligne de faire la politique, c'est la stratégie politique. Nous étions dans un passé récent au RHDP groupement, groupement de partis politiques. Ben, quand ce groupement a décidé de se mettre en parti complètement, comme le RPC-PAIR, comme d'autres partis politiques, nous avons décidé de nous retirer pour être autonomes.
pour avoir notre autonomie. Nous sommes un parti politique, nous avons été créés. Madame, les Ivoiriens ont du mal à comprendre ce ballottage entre les alliances politiques. Ah non, ce n'est pas un ballottage. Qu'est-ce que c'est? C'est un comportement politique normal. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et dans notre ligne de recherche de paix, nous nous sommes dit à un moment donné, pourquoi ne pas se positionner ici pour que les Ivoiriens se portent bien? Mais alors, quand on se rend compte qu'on n'aura pas... notre identité ne sera pas complète et qu'on n'aura pas notre autonomie en ce moment, on se retire tout doucement, quitte à travailler de concert avec tous les partis politiques, avec tous les groupements pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Mais madame, il y a un fait qui demeure quand même inhérent à cette situation. C'est quoi? C'est qu'on vous voit avec le parti au pouvoir, avec le RHDP en tant que groupement, c'était encore un groupement. Après, on vous voit dans les assises du PDCI, où Henri Konan Bédié appelle à la mise en place d'une nouvelle plateforme. Et ensuite, on vous revoit dans un autre groupement politique avec d'autres partis de l'opposition, sans le PDCI, sans le FPI, sans d'autres partis politiques avec lesquels on vous voyait fréquemment. On ne comprend pas. C'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Merci beaucoup. Laissez-moi vous expliquer de façon méthodique. Alors, nous sommes à un moment donné, dans un passé récent, allés au RHDP pour pouvoir apporter ce que nous pouvons dans un groupement de partis politiques pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à la paix et à la stabilité pour la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte que ce groupement se mieux en un seul parti politique. Nous sommes retirés. Et vous nous avez vu dernièrement avec le PDCI et d'autres partis politiques dans le cadre des réflexions sur la CEI, des réformes sur la CEI. C'était un groupement informel. Tous les partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble. Mais vous avez suivi le PDCI. En fait, vous êtes allé au RHDP en tant que parti politique, pas en tant que parti, je vais dire, un fragment du PDCI. Mais quand le PDCI s'est retiré, vous êtes retiré, on ne comprend pas. Vous pouvez rester au RHDP. Non, vous êtes parti. Ah non, laissez-moi vous expliquer. Oui. Nous ne sommes pas en train de suivre le PDCI. Mais c'est l'impression que vous donnez. Ah non, 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 c'est pas l'impression, c'est une mauvaise impression. Les gens voient mal alors, il faut bien voir, il faut bien discerner. Ils doivent discerner qu'un parti politique a des comportements qu'il faut savoir apprécier. Il faut savoir apprécier. Nous sommes dans un cheminement et nous sommes dans des stratégies. Nous nous sommes retrouvés au PDCI, simplement, ce n'était pas une plateforme. C'est un groupement qui s'est formé de façon informelle pour réagir sur les questions de la CEI. Nous avons fait ce travail dans un temps donné. Et puis, bon, chacun a retrouvé son siège et a continué de travailler. Oui, mais il y a la plateforme. Si le PDCI lance une plateforme, d'ailleurs, c'est resté à un vœu, à un appel. C'est resté au niveau appel. La plateforme, je pense, n'est pas encore en place. Et vous voulez que je m'asseye, Henriette Lagou, en train d'attendre que le PDCI mette sa plateforme? Non, mon parti, il évolue. Nos partis évoluent, nous avons besoin d'avancer. Alors, on n'est pas à l'appel d'un parti politique, au vœu d'un parti politique. Alors, nous sommes un parti Une question autonome. dans ce sens-là. Oui. Est-ce que le GPP, avec ce parti-là, est-ce que le RPCP, ou Henriette Lagou, n'est pas en quête de positionnement pour 2020, finalement? Ben, le RPCP est déjà positionné. Henriette Lagou, à mon avis, depuis mon élection, ma candidature aux élections présidentielles passées est déjà positionnée. Non, il ne faut pas comprendre la chose comme ça. Pour une fois, il faut reconnaître que des partis politiques se mettent ensemble pour chercher la paix et non chercher du pain pour le nombril de chaque président. Non, mais c'est à vous de nous le dire. Parce qu'on vous voit au RHDP, après on vous voit flirter avec le PDCI de Henri Konan Bédié, et puis ensuite vous créez un groupement de partenaires politiques. On ne comprend pas. Est-ce que finalement vous êtes en quête de quelque chose? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, il ne faut pas parler de flirter, parce que de toutes les manières, à la base, tout le monde était PDCI. J'aurais pu carrément décider de dire, bon, ben écoutez, je repars au PDCI, ce qui n'est pas le cas. Non, j'ai un parti politique légalement constitué et qui fonctionne. Alors, si on n'est pas en train de travailler avec tout le monde, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on n'est pas en guerre avec les autres partis politiques, on n'est pas en guerre avec les autres groupements politiques. Tant qu'on verra un minimum de volonté d'un groupement ou d'un parti politique qui réagit, qui mène des actions pour le bonheur du peuple,
en ce moment-là, nous pouvons parler avec ces partis politiques. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous fondre dans ces partis politiques. Non. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'Henriette Lagou cherche? La paix pour les Ivoiriens. Henriette Lagou peut parler avec tout le monde. Le parti d'Henriette Lagou et les autres partis politiques, les 12 partis, les 11 autres partis politiques, et d'ailleurs, il y en a qui frappent à la porte, parce que le message est fort. Parce que pour une fois en Côte d'Ivoire, voilà des partis politiques qui se retrouvent. Ça vous donne de la cote, ça vous donne de la puissance. C'est ce qu'on veut dire. Ça donne de la puissance à tous ces partis qui se sont constitués. La preuve, vous en êtes la coordinatrice. Oui, bien sûr, mais parce que les autres ont décidé ensemble, c'est ensemble. Je suis la coordonnatrice, il y a aussi un autre qui assure le secrétariat. Il aurait pu être à ma place si vous l'avez appelé, c'est parce que c'est moi que vous avez appelé. Mais prochainement, celui qui assure le secrétariat viendra. Alors, oui. Henriette Lagou, évidemment, ça, quand on est 12 partis politiques, tout de suite, on pèse. Plus que quand on est un parti politique. Mais on se met ensemble. Les autres aussi se mettent ensemble. Et ça va aussi donner, si vous voulez, que ça, vous pensez que ça me donne du poids, 2020, ça va aussi donner du poids aux autres. 2020 vous intéresse? Laissez-moi finir. Non, mais 2020 vous intéresse? 2020 intéresse tous les hommes politiques qui ont un parti politique normal. Vous serez candidate à la présidentielle? Nous venons de finir notre deuxième convention au RPCP. La réponse est simple. Vous me laissez développer et vous verrez tout de suite ma réponse. Alors, nous avons fini notre deuxième convention. En début d'année 2020, nous allons à notre congrès. Le congrès va donc choisir le candidat du RPCP. Je vous assure, si je suis choisi, je ne cracherai pas là-dessus. Et d'ailleurs, on s'organise pour cela, pour que ce soit ainsi. Parce qu'on peut faire une fois. Il faut faire deuxième fois, on dit il n'y a jamais... Vous me donnez une réponse politique. Nous sommes en plateau, vous donnez aux Ivoiriens une réponse politique. Femme politique. Henriette Lagou, merci Henriette Lagou d'être venue à Instant Vérité donner ses éclairages sur la vision, les projets du GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix dont vous êtes la coordonnatrice. Alors madame, vous êtes aussi présidente du RPCP. C'est donc la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir regardé. Matin Bonheur continue. Alix et Marco vous retrouvent tout de suite après la publicité. Retour sur le plateau, Alix. Il est là, notre Régis Kofi national. Mais avant d'arriver à lui, dans 2 minutes seulement, nous allons parler aussi de demain mardi, exceptionnellement. Au lieu place de la thématique droit, on aura pour invité donc Monsieur Yeo Adama Benoît. Il est directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Il a beaucoup à nous dire et nous avons beaucoup de questions également à lui poser sur le déploiement de la TNT, à quel niveau nous en sommes exactement. Et donc, mesdames et messieurs, prenez date avec Monsieur Yeo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Bientôt, la libéralisation de l'espace audiovisuel qui va faire du bien à tout le monde, surtout à tous ces jeunes-là dans des instituts, des écoles de communication qui piaffent d'impatience vraiment d'apporter leur édifice à la grande famille de la communication. Ça va nous aider, nous tous. Ça, c'est clair. Ça va tirer vers le haut, quoi. Voilà, ça va nous aider à nous bouger un peu, ce sera bien. Quand il y en a à profusion, c'est sûr qu'on a du choix. On a du choix et puis ça permet aussi à des choses de se régler naturellement. Parce qu'avant, on doit parler, mais il y a des choses qui vont se régler rapidement avec la libéralisation, que ce soit au niveau technique ou au niveau opérationnel. Et monsieur Yeo Adama Benoît, qui est un professionnel averti, viendra nous parler un peu de tout ce qui va rythmer cette libéralisation, et surtout la TNT également. Voilà, demain, ce sera aux alentours de 7 h. Et puis on aura le cas droit, le mardi d'après, on aura un cas droit exclusivement dédié à ce qui fait l'actualité, c'est-à-dire... la réforme sur la filiation. La réforme sur la filiation. On aura 2 cas à vous proposer, 2 cas distincts mais très très importants. Allez, on y va maintenant, comme le dit Jacques Brou à l'oreillette, il est 6 h 59. Régis Kofi est dans la place. Bienvenue dans ce dernier rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Merci de nous rejoindre. La police cubaine a interrompu samedi une marche pour les droits des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, organisée comme alternative sans autorisation au traditionnel défilé annuel de la Gay Pride, annulé en début de semaine par les autorités. Au cri de « Oui, c'est possible », les manifestants n'ont réussi à parcourir que 400 mètres le long de la célèbre promenade Paseo del Prado à la Havane avant d'être dispersés par la police.
Affiches installées en haut des marches, livraisons et autres. C'est l'heure des derniers préparatifs à Cannes, à un jour de l'ouverture du festival de cinéma. Sous le regard des touristes et des riverains, les ouvriers s'activent autour du palais des festivals. Cette édition s'annonce festive. Cannes, le palais des festivals, un écrin vieillissant au nombre lifting. Regardez. Ce sont sans doute les marches les plus célèbres du monde. Elles attirent des touristes toute l'année. Pourtant, le festival de Cannes ne dure que 10 jours par an. Et derrière le glamour se cache une grosse machine bien huilée. Le palais des festivals, ses 5 auditoriums, ses 3 salles de réception recouvertes de moquettes et ses 30 000 mètres carrés d'exposition. Les techniciens du palais s'affairent déjà à installer les sièges et dérouler les kilomètres de tapis changés à chaque représentation. Pour la présidente du palais, la pression est au summum à quelques jours de la cérémonie d'ouverture. Il ne faut pas faire d'erreur parce que la moindre petite chose peut se transformer en alerte à la bombe au palais, par exemple. On l'a vu déjà, alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand vous avez 4600 journalistes qui sont dans le palais, évidemment, vous faites attention à la communication. On fait la logistique, on fait l'accueil, on fait tout ce qui est régie spectacle, tout ce qui est mise au point des films, tout ce qui est technique de scène, etc. Anciennement situé plus loin sur la Croisette, le palais actuel a été érigé en 1982. L'image vintage et le surnom de bunker continuent de lui coller à la peau, même si le mastodonte, tel une créature vivante, est en perpétuelle mutation. Sur 20 ans, 100 millions d'euros de travaux ont été réalisés. Il y a des choses qui sont visibles, comme certaines salles qui vont peut-être voir le jour dans les années à venir. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins visibles. La rénovation d'ascenseurs, par exemple, c'est quelque chose d'assez énorme. Ou la rénovation des fauteuils, comme vous le voyez dans cette salle. Donc le but de l'agrandissement, c'est bien évidemment de le restaurer, de le garder toujours au top de la qualité, de la modernité, mais aussi d'essayer bien évidemment de l'agrandir. Accueillir le festival n'est pas la seule fonction du palais. Chaque année dans ce centre de congrès, plus de 50 événements. Retombées estimées, 865 millions d'euros. Alors pour le maire de la ville, pas question de lésiner sur les moyens pour entretenir ce bijou. On est en concurrence internationale, c'est vrai sur toutes les manifestations, c'est vrai pour le Palais des Congrès, c'est vrai pour le Festival de Cannes aussi. Donc les travaux visent à améliorer la compétitivité, ce ne sont pas des travaux de confort, la compétitivité de l'outil de travail qu'est le Palais des Festivals et des Congrès. Le Palais des Festivals, c'est notre usine à nous, hein, c'est l'équivalent de l'usine Michelin à Clermont, quoi, hein. Donc nous, on a Thales Alenia Space pour les satellites et le Palais des Festivals, c'est les deux pourvoyeurs d'emploi. Un nouveau programme de rénovation de 62 millions d'euros vient d'être voté avec la création d'une nouvelle salle de 500 places. De quoi accueillir toujours plus d'amateurs de cinéma, de paillettes et pourquoi pas de fourrure. Du football, Manchester City n'a pas tremblé. Les Citizens ont conservé leur titre de champion d'Angleterre grâce à leur succès sur la pelouse de Brighton. 4-1 hier dimanche lors de la 38e et dernière journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola terminent avec un point d'avance sur Liverpool, vainqueur dans le même temps de Wolverhampton, 2-0 les Sky Blues, sacrés pour la 6e fois de leur histoire. Et puis après la dernière journée de Premier League, Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang ont tous les trois été élus meilleurs buteurs de cette saison 2018-2019. Les trois attaquants africains ont chacun inscrit 22 buts, soit 10 de moins que l'Égyptien la saison dernière, ce qui lui avait permis de finir en tête du classement. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Merci Régis, pour ce grain de rêve que vous avez offert avec le Festival de Cannes qui s'annonce du côté de Cannes, donc en France. Moi, je crois qu'un jour, on aura des animateurs. Des accréditations. Des accréditations, enfin. Pas pour seulement les directeurs autres, mais pour les animateurs aussi. Ouais. Pour aller faire des émissions sur le tapis rouge à Cannes. Pourquoi pas une pour chaîne, faire vivre ces grands événements là aussi à nos populations ici. Il faut qu'on le fasse vite avant que d'autres le fassent. Hein, parce que vraiment, on ne sait jamais. Donc, vraiment, la preuve, on reçoit demain Monsieur Yeo. Peut-être qu'il va nous donner des topos pour qu'on puisse faire ces accréditations seulement à voir. Oui, Alix imaginez Alix sur le tapis rouge. Le red carpet. Imaginez Régis sur... Et puis voilà, il y a tellement
il y a tellement de choses à découvrir, les à côté, tout ça, ça enrichit toute une carrière. Là. Voilà. On va sortir de l'administratif pour que l'artistique au moins puisse profiter de tout ce qui se passe à Cannes. Idem pour le carnaval de Rio également. Voilà, c'était sur la RTI. La RTI, je vous assure, sera de plus en plus présente sur tous les vrais grands événements. Merci d'être avec nous. Un événement également pour la fin de cette émission, c'est bien sûr la thématique emploi. Oui, mesdames et messieurs, Marius Trobo-Quadio, expert en ressources humaines, est avec nous. Il va nous parler du départ à la retraite, implication pour l'employé. Entre 60 et 65 ans, vos salariés ont la possibilité de faire valoir leur droit à la retraite. Il est garanti aux retraités une pension minimum dont le montant mensuel est fixé tous les 2 ans par arrêté du ministre chargé de la prévoyance sociale. Le départ à la retraite signifie que l'agent a travaillé et a atteint la limite d'âge prévue par la loi et fait valoir ses droits à la retraite. Et en Côte d'Ivoire, la limite d'âge pour aller à la retraite, c'est 60 ans. La pension de retraite est octroyée à partir de 60 ans. Pour bénéficier de cette pension mensuelle, l'agent doit cesser d'exercer toute activité salariée et doit être affilié à la Caisse nationale de prévoyance sociale d'une ancienneté d'au moins 15 ans dans l'entreprise d'activité salariée ayant donné lieu à des cotisations chez un ou plusieurs employeurs affiliés à la CNPS. Aujourd'hui, les choses, l'État a mis vraiment les structures qui est habilitée de préparer une retraite appelée CNPS, Caisse nationale de prévoyance. C'est par là vraiment, il faut vraiment préparer sa retraite. C'est-à-dire, une fois que tu adhères à une structure, tu es embauché ou bien tu as une note d'embauche, déjà, à partir de ce moment-là, la retraite est déjà préparée. Pour bénéficier d'une pension mensuelle à vie, il faut avoir travaillé au moins 2 ans et au plus 15 ans. Mais on peut aller au-delà de 15 ans, mais le minimum pour pouvoir bénéficier d'une pension mensuelle, c'est 15 ans. Si vous n'avez pas 15 ans, vous ne pouvez pas bénéficier d'une pension mensuelle. Là, on vous donne une pension unique. Le départ à la retraite pose des conditions d'organisation, mais aussi constitue des enjeux majeurs pour l'entreprise. On peut déplorer ça que la société, lorsque tu vas à la retraite, il ne donne pas les moyens suffisants aux travailleurs de vivre sa retraite normalement. Souvent des collègues, les camarades qui sont déjà à la retraite, souvent ils souffrent pour avoir leur paiement, leur pension. C'est un peu déplorable. Donc, raison pour laquelle quand la date de la retraite arrive, nous avons peur. La retraite, au niveau du service, c'est une grâce. C'est lorsqu'on a travaillé pendant un long moment dans une fonction, à un certain moment donné, avec l'âge, on a besoin d'aller au repos. Donc c'est une grâce, c'est une faveur pour les personnes d'aller à la retraite. Ce n'est pas une fin en soi. La retraite, ce n'est pas déjà le premier jour quand on rentre dans une entreprise. Il faut pas s'arrêter. C'est-à-dire avoir des activités qui peuvent vous permettre de survivre après la retraite. Comme je dis, la pension est réduite. C'est-à-dire que votre salaire est réduit parce que la pension tourne autour de 30% de votre salaire. Donc c'est vraiment considérablement réduit. Donc, vous n'avez plus les possibilités que vous avez. Si vous n'avez pas vraiment préparé votre retraite, vous n'avez pas de maison, et que vous partez à la retraite, ça sera difficile de prendre la pension pour aller louer une maison. Si vous n'avez pas d'autres activités et que vous devez compter sur la pension pour vivre, souvent c'est difficile. Et c'est pour cela qu'il faut avoir des assurances complémentaires qui vous permettront de bien préparer votre retraite. Le travailleur salarié qui ne remplit pas à 60 ans la condition de durée d'activité suffisante pour bénéficier d'une pension de retraite a la faculté de racheter jusqu'à 24 mois de cotisation. En Côte d'Ivoire, la retraite est assurée par 2 institutions, à savoir la Caisse générale de retraite des agents de l'État, CGRAE, pour le secteur public, et la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, pour le secteur privé. Vaut mieux que son commencement. Après de longues années au service d'une entreprise, d'une structure, on doit faire valoir ses droits à la retraite. Aujourd'hui, on en parle avec M. Marius Trobo-Quadio. Bienvenue à vous, bonjour. Oui, monsieur. bonjour. Bonjour, Marcelin. Monsieur Quadio, bonjour. Alors, d'abord, à Matin Bonheur, nous, on explique de façon... terre à terre. Non, pas terre à terre, pragmatique, hein, c'est mieux comme ça. Alors, direct. C'est quoi un départ à la retraite et puis qu'est-ce que ça implique comme processus? D'accord.
Ok, il faudrait dire que la retraite a plusieurs définitions. Mais je vais prendre certaines définitions pour être beaucoup plus simple. Ok, la retraite se fait il y a deux manières. La retraite de fait, c'est le fait de se retirer d'une activité, d'une association ou bien du milieu politique par exemple. On peut dire je me mets en retrait. Maintenant, il y a la retraite légale qui est régie par le Code du travail et le Code de la prévoyance sociale. Donc, je pense que c'est ce volet-là qui nous intéresse ce matin, qui est la retraite légale. Donc, il faut dire que la retraite légale en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 60 ans. Mais vous ne parlez pas de la retraite anticipée dans votre nomenclature? Oui, je vais y arriver. Donc, il y a la retraite légale qui est à partir de 60 ans. Normalement, tout Ivoirien qui a une activité salariée doit pouvoir prendre sa retraite à partir de 60 ans. Ça, c'est l'âge légal. Cependant, il y a le volet social. C'est pour ça qu'on parle de volet social. Le volet social, c'est l'anticipation de la retraite qui peut se faire à partir de 55 ans. Cela suppose que la personne a déjà travaillé pendant au minimum 15 ans, voilà, au minimum 15 ans d'activité salariée. Et souvent, certaines situations, la personne peut avoir perdu son travail, la personne peut être victime d'accidents de travail ou bien peut avoir une maladie quelconque qui l'empêche de continuer son activité professionnelle. Dans ce cas, la personne a la possibilité d'anticiper sa retraite. L'anticipation de la retraite aussi se fait de deux manières. Vous avez l'anticipation au niveau de l'entreprise et vous avez l'anticipation vis-à-vis de la CNPS. Au sein de l'entreprise, cela veut dire que, au lieu d'attendre 60 ans pour prendre sa retraite, vous pouvez partir à la retraite à partir de 55 ans. Vous pouvez demander à votre employeur de vous libérer, suivant certaines réalités de la vie. Maintenant, au niveau de la CNPS, il y a ce qu'on appelle la liquidation de la retraite, qui peut se faire à partir de 55 ans, bien sûr, avec des conséquences qui accompagnent. À ce niveau-là, quelles sont donc les implications pour les différentes spécificités que vous venez de nous Voilà, donner? au sein de l'entreprise, comme je viens de l'expliquer, vous n'attendez pas les 60 ans pour aller à la retraite. Par exemple, vous avez besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir investir dans certains projets personnels. Dans ce cas, vous pouvez demander à l'employeur d'anticiper sur votre départ à la retraite. Cela suppose que l'employeur va vous licencier. Et même si c'est un cas c'est comme une sorte de démission, mais vous êtes traité comme un licencié, avec certains avantages qui accompagnent. Maintenant, au niveau de la CNPS, par exemple, pour la liquidation légale de la retraite vis-à-vis de la CNPS, quand vous n'avez pas encore 60 ans, à partir de 55 ans, vous pouvez anticiper si vous avez déjà 15 ans d'activité salariée, comme je venais de le préciser. Dans ce cas, vous faites une demande manuscrite. Ensuite, vous remplissez le formulaire de demande de liquidation de retraite. Votre employeur établit la liste qu'on appelle le relevé nominatif des salaires, qui est la liste des salaires perçus par l'employé depuis son premier jour d'embauche jusqu'à sa dernière date d'anticipé. Et accompagné d'autres documents, la pièce d'identité de la personne, l'extrait de date de naissance, et tout ça déposé au sein de la CNPS. Mais comment on appelle ça, les risques, les conséquences sont que le fait que vous anticipez entraîne un abattement de 5% de façon définitive sur le salaire total, sur la pension totale que vous aurez pu percevoir. Monsieur Marius Tourbo-Kouadio, je rappelle que vous êtes RH dans une entreprise de plus de 100, combien de personnes? environ 140. 140 personnes, donc vous savez de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous pensez de certains cas dans des entreprises où la personne, la femme ou le monsieur doit aller à la retraite, revient, ou doit aller à la retraite, bon, négocie pour rester un peu... Bon, vraiment, finalement, on ne s'y retrouve pas trop. On s'y retrouve pas trop. Est-ce que c'est légal tout ça? Des gens qui doivent... J'explique les cas. Il est à la retraite. Le jour est arrivé, il doit partir, mais il est encore dans l'entreprise. On dit dans les coulisses qu'il a bénéficié de 2 ans. Ou bien il est parti totalement et puis il revient à la faveur de... Vous savez, notre pays, il y a des choses spéciales aussi parfois. Vous comprenez? Il revient dans l'entreprise, il est là encore pendant qu'il a sa pension de retraite et en même temps il a son salaire. Mais expliquez-nous. Oui, c'est autorisé. Le fait d'avoir 60 ans ne veut pas forcément dire qu'on n'a plus la capacité de travailler. Voilà, il y a certains métiers pour lesquels il est difficile pour un agent de partir. Il peut arriver que, par exemple, pour certaines activités, après le départ de l'employé, il peut être rappelé
pour peut-être pour 1 an ou 2 ans. Dans ce cas, il devient comme un prestataire de services au sein de l'entreprise. Voilà, donc il va bénéficier d'un contrat de prestation de services, étant donné qu'il a déjà 60 ans. Il a la possibilité de continuer à cotiser au niveau de la CNPS, mais cela n'aura pas assez d'incidence sur sa pension de retraite. Donc le mieux, c'est qu'il arrête la cotisation, mais il continue de percevoir son salaire en intégralité. Il y a des cas où la retraite est déjà consommée. Oui, il y a certains, par exemple, je veux dire, il y a certains retraités qui deviennent soit chefs d'entreprise, qui créent leur propre entreprise, ou alors qui vont vendre peut-être leur expertise auprès d'une autre entreprise. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de souci particulier en Côte d'Ivoire. Sur le fait de négocier, par exemple, quand votre date arrive, le fait de négocier, est-ce que syndicalement, si on se met du côté des... Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Oui, je pense que ceux qui, bon, sans faire de procès à personne, hein, mais ceux qui, par exemple, à 60 ans, continuent de négocier pour rester encore dans l'entreprise, sauf qu'ils n'ont pas encore préparé leur retraite, je pense que c'est lié souvent à certains manques d'organisation dès le départ. Voilà. Puisque la retraite commence à être préparée dès le premier jour d'embauche. Il faut conserver ses bulletins de paye, il faut suivre tous les certificats de travail qu'on a pu acquérir, si on a changé plusieurs fois d'employeur. Il faut se dire que chaque fois qu'on doit quitter une entreprise, il faudrait exiger de cette entreprise-là qu'elle vous remette votre relevé nominateur de salaire. C'est l'ensemble de ces documents que vous devez conserver. Je pense que tout employé qui est encore en activité doit pouvoir conserver ses bulletins de paye, depuis le premier bulletin de paye jusqu'au dernier bulletin de paye. Mais il y a des bulletins de paye qui ont plus de valeur. Généralement, les 3 derniers bulletins de fin de carrière et les bulletins de décembre. Les bulletins de décembre sur lesquels on a le cumul de tous les salaires perçus par un employé durant toute une année comptable. Parce que pour établir le relevé nominatif des salaires, par exemple, pour pouvoir percevoir la pension de retraite, on a la possibilité d'avoir des informations dans la DISA qui est la déclaration individuelle des salaires annuels, ou alors, au cas où la DISA n'existerait pas, on peut prendre les informations à partir du bulletin de salaire. Donc, si vous avez perdu vos bulletins de salaire, vous serez pénalisé au moment où vous allez demander la liquidation de votre retraite. Monsieur Kouadio, pour mieux étayer à tous nos téléspectateurs les implications du départ à la retraite, par exemple, pour un agent, dans une carrière, on peut avoir fait plusieurs entreprises. Comment se fait le cumul pour atteindre la retraite et pour la pension également? Alors, ce n'est pas compliqué. Si vous avez fait 2 ans avec une entreprise, vous demandez le relevé nominatif des salaires des 2 ans que vous avez fait avec cette entreprise, plus un certificat de travail. Vous avez fait une 3e entreprise, vous faites la même chose. Et à la fin, vous cumulez tous ces documents et au niveau de la CNPS, ils vont additionner le nombre d'années. Il peut arriver que vous ayez fait 3 mois, vous mentionnez dans le relevé nominatif des salaires, on met devant 3 mois. Et à la fin, on additionne tout ça pour s'assurer que vous atteignez les 15 ans. Donc si vous avez fait plusieurs entreprises, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de suivre votre carrière. De suivre votre carrière en conservant tous les certificats de travail et les relevés nominatifs des salaires que vous aurez reçus. Alors, est-ce que ça diffère fondamentalement qu'on soit agent de l'État ou qu'on soit dans le privé? Quelles sont les spécificités inhérentes à chaque secteur? Bon, au niveau de l'État, c'est géré par exemple par la SEGRAE, qui a créé l'Institut de prévoyance sociale au niveau de la SEGRAE. Mais comme moi je suis du domaine du privé, je maîtrise beaucoup plus le domaine du privé. Au niveau du privé, c'est géré par exemple par la CNPS à partir de l'Institut de prévoyance sociale. Donc, il y a des spécificités. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Oui, par exemple, au niveau de l'État, vous avez l'âge de départ à la retraite est différent au niveau du secteur privé. Le secteur privé, c'est systématiquement à 60 ans. Alors qu'au niveau de l'État, vous avez 60 ans et 65 ans, selon les grades et les catégories. Justement, on en parle. Voilà. 60 ans pour qui, 65 ans pour qui? Bon, 60 ans pour les agents de la première catégorie, voilà, grade peut-être A3. Et voilà, donc il y a ceux-là, et ensuite nous avons les grades les plus élevés qui peuvent aller à la retraite jusqu'à 65 ans. Ça, c'est les grades A1. Voilà, les doyens, je vais dire les plus gradés au niveau de la fonction publique. Le plus haut grade de la fonction publique, c'est quoi? Non, ça dépend des secteurs d'activité. Voilà, par exemple, le secteur de l'enseignement, par exemple, comme un enseignant à l'université, un professeur peut facilement aller à la retraite à 65 ans. Voilà, donc avec quel grade? C'est évolutif en fonction de sa carrière? Oui, c'est évolutif, voilà, c'est évolutif en fonction de sa carrière. Les magistrats ont leur grade. Voilà, les magistrats, voilà, donc c'est un peu ça. Alors qu'au niveau du secteur privé, il n'y a pas de catégorisation. Tout le monde à l'enseigne.
D'accord. Monsieur Kwadiola, on a parlé vraiment de technicité, de tout ce qui implique, on va dire, tout ce qui entoure le départ. Maintenant, on va peut-être s'attarder sur le volet psychologique. Comment se préparer à aller à la retraite aussi? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la retraite commence à partir de la première année d'embauche. Lorsque vous vous êtes préparé, déjà après 10 ans ou bien 15 ans de service, vous avez pu acquérir votre terrain, bâtir votre maison, jusqu'à 55 ans, vous n'avez plus peur pour partir à la retraite. Voilà. Voilà. Donc, tout est une question de préparation préalable. Maintenant, lors des les 5 dernières années de service, comme je l'ai dit, on a l'habitude d'anticiper. Ceux qui demandent une anticipation, c'est ceux qui ont beaucoup plus pris le devant, c'est-à-dire en se préparant pour... voilà. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 55 ans pour l'anticipation? On peut aller à 40 ans? On peut aller à 40 ans. Non, je veux dire, ça c'est vis-à-vis de l'entreprise. Vis-à-vis de l'entreprise, on peut quitter l'entreprise, on peut quitter le milieu professionnel, on peut quitter l'emploi salarié avant même 50 ans. Avant même 50 ans. Suivant qu'on a déjà fait les 15 ans de service, donc on est sûr que l'ensemble de ces années-là ont été soumises à la cotisation CNPS. Voilà. Ah, c'est un luxe, hein, aller à la retraite à 40 ans, 45 ans. Bon, on se prépare bien. Généralement, certaines personnes quittent le travail salarié formel pour créer leur propre business. Ça, il faut le dire. Moi, je peux soit jamais de me créer soit un cabinet ou me créer une structure. Je peux dire que je ne peux plus travailler pour quelqu'un. Donc, je quitte le travail salarié ordinaire où je suis employé. Ici, généralement, c'est pas, je vais dire, c'est pas un départ définitif du milieu professionnel. C'est pas par exemple, prenez le cas par exemple des footballeurs. Un footballeur, il peut dire à 33 ans, j'arrête ma carrière footballistique, c'est-à-dire jouer sur le terrain. Cela ne veut pas dire qu'il quitte le milieu du football. Certains se convertissent en entraîneur. Voilà. Ou bien voilà, en agent de joueurs. Donc cela, c'est la continuité. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, ils continuent toujours de payer ses cotisations. Donc c'est le cas, par exemple, pour les salariés qui peuvent décider de partir d'un emploi salarié où ils sont eux-mêmes employés pour devenir peut-être chef d'entreprise. Voilà. Monsieur Kwadjo, je reviens sur l'attitude à adopter quand on parle à la retraite. Parce que là, on parle d'un cas spécifique de quelqu'un qui voudrait continuer une activité professionnelle. Mais quelqu'un vraiment qui sort dans le carcan professionnel, qui ne va plus travailler comme on le dit. Quelle est l'attitude à avoir? Parce que sur le terrain, on voit comment nos retraités sont. Oui. Voilà. D'accord. Il faut dire que sur le plan psychologique, nous avons comment on appelle ça, deux personnalités en réalité. Vous avez le salarié lui-même et vous avez l'employeur. Au niveau du salarié, c'est de se mettre à l'esprit que toutefois qu'on est en activité professionnelle salariée, on est appelé un jour à partir à la retraite. Donc déjà, en se mettant cela à l'esprit, on se libère soi-même préalablement avant que la période de départ à la retraite arrive. C'est-à-dire s'organiser, s'acheter peut-être un terrain, avoir sa maison, essayer de s'organiser déjà. Donc cela vous libérera sur le plan psychologique. Parce qu'il faut dire que le départ à la retraite, dans nos pays, on n'a pas vite connu cela. On n'a pas vite connu cela. Chez nous, on travaille jusqu'à ce que, voilà, on parte de l'autre côté de la vie. Donc, on n'est pas habitué à la retraite. Donc, le fait que quelqu'un parte à la retraite a déjà des répercussions psychologiques sur la personne. Il y a aussi les aspects sociaux, il y a aussi les aspects financiers. Oui. Certaines personnes pourraient perdre, par exemple, perdre leur leadership au niveau de l'association ou bien au niveau de leur village parce qu'ils sont à la retraite, ils n'ont plus assez de moyens pour financer certaines activités. Quoique la retraite ne signifie pas forcément absence de moyens. Voilà, alors que la retraite n'est pas forcément, je vais dire, n'est pas la fin de la vie. Certaines personnes peuvent profiter de leur retraite en devenant peut-être des mentors pour, comment on appelle ça, pour les anciens collègues. Ils peuvent devenir des consultants pour leurs anciens... Mais le suivi pédagogique, et on va terminer avec ça, est très très important parce qu'il y a des personnes qui ne réagissent pas bien à la retraite, qui reviennent toujours sur le lieu du travail, qui font croire même à leurs parents même qui sont toujours en fonction. Oui. Ça, c'est le volet psychologique à traiter également. C'est avec ça? Oui, en fait, c'est pour cela que... il faut, à partir de lorsque vous êtes en entreprise, vous avez déjà un suivi des âges au niveau de vos employés. Est-ce que le médecin du travail ne peut pas intervenir là de façon psychologique avec des séances? Oui, en fait, c'est à cela que je voulais en venir. C'est d'initier des formations, vis-à-vis du personnel qui atteint un certain âge, qui bientôt doit aller à la... Il y a de l'acceptation. Oui, voilà.
que c'est difficile à accepter pour Oui, c'est difficile, mais bon, voilà, mais on n'a pas le choix. La loi, c'est la loi, il faut... Nul n'est irremplaçable. Quand Nul il n'est faut partir, irremplaçable. il faut partir. Voilà. Il faut se mettre à l'esprit qu'un jour, on est appelé à partir. Donc, voilà. En tout cas, on vous remercie pour Merci. votre contribution à ce sujet ce matin. Et puis, on vous remercie aussi, vous tous, travailleurs du monde entier et personnes à la retraite. Passez une excellente journée. On se revoit demain.